En 1995, 5 joueurs de basket-ball de lycée et leur entraîneur ont quitté un match éliminatoire et n'ont jamais été revus. Pendant 20 ans, leur disparition a hanté une petite ville de Virginie jusqu'à ce qu'un randonneur solitaire tombe sur une camionnette enterrée au fond des bois. Ce qu'elle a déclenché allait démêler des décennies de silence, révéler une vérité horrible et mettre une mère en deuil face à face avec les derniers mots que son fils ait jamais écrits. Si cette histoire vous touche à la maison, abonnez-vous et dites-moi d'où vous l'écoutez et quelle heure il est en ce moment. Maintenant, commençons. Le gymnase de Jefferson High était en feu cette nuit-là. Pas littéralement, mais avec du son, de la sueur et des pieds qui tapent. Les Knights venaient de créer la surprise à la dernière seconde lors des séries éliminatoires régionales. Battant Charlottesville par 2 points dans les dernières secondes, la foule s'était déchaînée. Les klaxons ont retenti. Les pompons tremblaient. L'équipe s'est soulevée les unes les autres dans un amas de rire et d'épuisement sous le scintillement tableau. C'était en 1995. Et tout dans la nuit semblait plus grand qu'il ne l'était. La musique plus forte, l'avenir plus radieux, l'air plus épais avec l'invincibilité adolescente. L'entraîneur Samuel Shaw a tapé dans le dos de ses joueurs alors qu'ils attrapaient leur sac de sport. Le vieil homme ne souriait pas souvent, mais ce soir, il s'en autorisait un petit. Ces garçons avaient joué leur cœur à fond, pas de bagarre, pas de texte. Juste du basket propre et dur. Il était entraîneur depuis 20 ans, et cette équipe, ce groupe précis, était quelque chose de spécial. Ils avaient du cran, ils avaient du cœur. Et pour quelques-uns d'entre eux, comme Jeremiah Turner, peut-être même une chance de faire quelque chose de plus grand. À 22h05, la camionnette était bondée. Ce n'était pas un bus de luxe, juste le wagon vieillissant du club Navy Ford de l'école. Shaw conduisait, comme il l'a toujours fait, ne faisant pas confiance à un sous-marin pour s'occuper de ses enfants. Shaun Tate chevauchait un fusil de chasse, les longues jambes repliées. À l'arrière, il y avait James Turner, Malik Carter, Tyrell Knox et Anthony Tonefields, qui échangeaient encore des blagues et des restes de frites d'un sac de station-service. Le parking était à moitié vide maintenant. Les lumières bourdonnaient au-dessus d'eux dans de grands halos. Angela Turner se tenait au bord du terrain, les bras croisés sous son coupe-vent. Elle n'a jamais manqué un jeu, pas depuis que James était en 8e année. Elle lui fit un signe de la main à 2 doigts alors que la camionnette passait, et il lui fit signe en retour avec un sourire qui avait encore des dents de lait dedans. Elle ne savait pas que ce serait la dernière fois qu'elle verrait le visage de son fils en chair et en os. La camionnette s'est arrêtée sur l'autoroute 33. Se dirigeant vers l'est en direction de leur petite ville, en comté de Louisa. C'était censé être un trajet de 90 minutes, une routine. Ils l'ont fait des dizaines de fois, mais ils ne sont jamais arrivés. À minuit, les premiers parents ont commencé à s'inquiéter. La mère de Tyrell a appelé la ligne fixe de l'entraîneur Shaw et n'a pas obtenu de réponse. Puis, la petite amie de Tone a dit qu'il ne l'avait jamais appelé comme il l'avait promis. À 12h47, Angela Turner a appelé le A1h12. Des agents étaient en train de balayer l'autoroute avec des projecteurs. L'orage s'est abattu vers 2h, la pluie comme des aiguilles. Les arbres se balançaient comme des ivrognes. La visibilité était terrible, mais toujours aucun signe d'accident. Pas de traces de pneus, pas de garde-corps cassés, la camionnette avait tout simplement disparu. Le lendemain matin, le journal local a publié un petit titre « L'équipe de basketball du lycée disparue après la victoire ». Les équipes de télévision sont arrivées à midi. Des hélicoptères ont scruté les bois voisins. Les chiens reniflaient le long du dos-route. Les bénévoles marchaient épaule contre épaule à travers les sous-bois. Ils n'ont rien trouvé. Pas un morceau de métal. Pas un maillot. Pas une empreinte. La camionnette avait disparu comme de la fumée. Au fil des jours, le ton a changé. Les journalistes ont spéculé. Les rumeurs se sont multipliées. Certains ont blâmé l'entraîneur Shaw, demandant pourquoi il n'avait pas appelé. D'autres ont pointé du doigt Malik, évoquant un vieil incident de vol à l'étalage et chuchotant que l'équipe s'était peut-être enfuie.
Jean a remis en question les politiques de sécurité de l'école. Des lettres anonymes affirmaient avoir aperçu les garçons aux arrêts de bus, dans les restaurants, aux relais routiers. Aucun d'entre eux ne menait nulle part. Au bout d'une semaine, la couverture médiatique a ralenti. Au bout d'un mois, seule Angela Turner se présentait encore au bureau du shérif tous les vendredis avec une liste de nouvelles questions. À l'automne, l'État a officiellement changé la classification d'actives personnes disparues à présumées décédées. Angela n'a pas organisé d'enterrement. Elle a dit « Je ne peux pas enterrer un fantôme ». La ville avançait lentement, ou du moins faisait semblant de le faire. Les Knights ont déclaré forfait pour la saison suivante. Un nouvel entraîneur est arrivé. De nouvelles bannières ont été installées dans le gymnase. Une photo d'une équipe de 1995 est restée dans la vitrine des trophées par le front office, finalement couverte de poussière et de décoloration par le soleil. Mais pour ceux qui connaissaient les garçons, qui se souviennent de la loyauté tranquille de Shawn, des mouvements de danse ridicules de Tyrell, du sourire endormi de Tone, cela n'a jamais vraiment disparu, surtout pas pour Angela. Elle garda la chambre de James exactement comme il l'avait laissée, affiche sur le mur, devoir à moitié terminé, des chaussettes sales toujours dans un coin. Chaque année, le jour de son anniversaire, elle lui écrivait une lettre. Chaque Noël. Elle allumait une bougie à la fenêtre. Les gens l'ont piquée au début, puis l'ont évitée, puis ont oublié. Mais elle n'a pas arrêté de regarder. Elle a gardé chaque coupure de presse, chaque pourboire, chaque carte. Elle a même embauché un détective privé en 2004 pour son remboursement d'impôts. Il a démissionné après 6 mois. Trop froid, a-t-il dit. Trop longtemps révolu. Et pourtant, elle espérait. Parce que jusqu'à ce que quelqu'un lui montre le corps de son fils, jusqu'à ce que quelqu'un puisse expliquer comment 5, des gens, une camionnette et un rêve pouvaient disparaître dans le néant. Elle refusait de croire que c'était la fin. Puis, un matin d'automne tranquille, 20 ans jour pour jour après la disparition de l'équipe, une femme nommée Anna Vegas est partie seule pour une randonnée photographique dans la réserve de Pine Hollow, à 70 miles au nord-est de l'endroit où l'équipe a été vue pour la dernière fois. Elle n'avait aucune idée qu'à quelques pas du sentier, sous une couche de mousse et de broussailles, un morceau de métal rouillé attendait de tout changer. Le sentier n'était même pas sur la plupart des cartes. La réserve de Pine Hollow était une parcelle désordonnée de terre forestière fédérale. Pas de véritable centre d'accueil, pas de toilettes, juste des arbres, des falaises et du silence. C'est ainsi qu'Anna Vega l'aimait ainsi. Elle est venue ici pour respirer, pour marcher, pour échapper aux gens qui lui demandaient pourquoi elle avait quitté son emploi d'ambulancière, pourquoi elle vivait seule, pourquoi elle n'est jamais restée longtemps au même endroit. C'était la fin du mois d'octobre, et les feuilles avaient déjà commencé à tomber. L'air sentait le pain aiguille et saleté froide. Anna a fait de la randonnée avec un petit appareil photo, un thermos de café et aucun plan. C'est alors qu'elle l'a remarqué. Un éclat de métal sous une couverture de feuilles d'environ 30 pieds en descente, à partir du sentier principal. Quelque chose dans la façon dont le sol était en pente. La façon dont la mousse poussait sur la montée. Elle s'arrêta, penchée, balayant les feuilles, son souffle se retint. C'était un pare-choc de camionnette. Elle descendit plus loin, épluchant la mousse et la terre, jusqu'à ce que le coin complet d'un véhicule s'est révélé. Enfouit le nez le premier contre la pente, presque entièrement caché par la forêt, la croissance et le temps. Ses mains tremblaient alors qu'elle reculait. Elle n'avait pas besoin de l'ouvrir pour savoir ce que c'était. Elle a juste pris 3 photos minutieuses, s'est retournée et a commencé à appeler tous les numéros auxquels elle pouvait penser avec un signal. Le lendemain matin, les bois n'étaient plus calmes. Des véhicules de police, des équipes de recherche, des tentes, des drones et des projecteurs encombraient désormais le site. Du ruban jaune courait d'arbre en arbre. La fourgonnette d'un coroner a tourné au ralenti à proximité. Pour la première fois en 2 décennies, quelque chose avait fait surface, quelque chose de réel. À l'intérieur de l'épave,
Ils ont trouvé 3 corps, 2 dans les sièges du milieu, 1 dans le siège du conducteur. Les os étaient recourbés dans des positions étranges. Depuis longtemps nettoyés par le temps et les conditions météorologiques, des fragments d'uniforme s'accrochaient encore à l'un des squelettes de la rangée arrière. Un médaillon sur lequel on pouvait lire Coach Shaw a été trouvé près du plancher du côté du conducteur. La camionnette avait clairement roulé, mais pas hors de toute route balisée. Il s'enfonçait trop profondément dans les bois. Les enquêteurs ont supposé qu'il avait été conduit hors route délibérément, peut-être par la force, peut-être en essayant d'échapper à quelque chose. Mais rien de tout cela n'expliquait comment il était resté caché pendant 20 ans. Aucun signe, aucune idée. Les restes ont été transportés à Richmond pour une analyse médico-légale. Les équipes de nouvelles se sont abattues sur le comté de Louisa comme une deuxième tempête. Les micros ont été poussés en vieux visage. Des images d'archives ont été diffusées en boucle. Les chevaliers disparus sont revenus à la une des journaux qu'ils n'avaient pas honorés depuis l'accès Internet commuté. Le détective Jordan Moore a regardé la couverture depuis son bureau à Charlottesville, la mâchoire serrée. Il venait d'avoir 13 ans lorsque l'équipe a disparu. Il se souvient avoir regardé les matchs à la télévision locale. Son cousin aîné était un ancien élève de Jefferson High. Tout le monde parlait de James Turner. À propos de la chance de l'équipe à l'État. La nuit de leur disparition, Jordan s'est souvenu que sa mère chuchotait. Pas encore. Aujourd'hui âgé de 33 ans, il travaillait sur des affaires non résolues dans toute la région. Et il savait que ce n'était pas un accident. Pas de la façon dont il l'avait trouvé. Pas encore avec 2 garçons manquants. James Turner et Malik Carter ne figuraient pas parmi les morts. Cela signifiait quelque chose. Il s'est rendu directement sur le site. À ce moment-là, Anna Vega avait déjà fait sa déclaration complète et était partie tranquillement. Elle ne voulait pas faire partie de la frénésie médiatique. Mais elle a remis la carte SD avec chaque photo qu'elle a prise, des plans larges, des empreintes de pneus, même des gros plans d'une chaussure montante rouillée sous le 2. Les médecins légistes ont confirmé que le conducteur était Samuel Shaw. Le corps sur le siège du milieu appartenait à Shaun Tate, l'attaquant discret. Celui à l'arrière, le plus petit cadre, a été identifié comme étant Tyrell Knox. Sa mère a dû être mise sous sédatif lorsqu'ils lui ont annoncé la nouvelle. Mais le choc n'avait même pas commencé à se calmer que les questions ont commencé à s'accumuler. Pourquoi n'y avait-il que 3 garçons à l'intérieur? Pourquoi Tyrell avait-il toujours son chandail, mais pas Shaun? Pourquoi toutes les ceintures de sécurité ont-elles été coupées? Pourquoi le pare-brise s'est-il fissuré vers l'extérieur? Et pourquoi y avait-il des marques de griffes à l'intérieur du porte? Le détective Moore se tenait à côté de l'épave, les bras croisés, fixant le toit effondré de la camionnette. Ce n'était pas seulement un crash. Quelque chose s'était passé, quelque chose de violent, quelque chose que personne n'a voulu nommer pour l'instant. De retour en ville, Angela Turner regardait les nouvelles depuis son salon, les mains serrées autour d'un coussin. Le journaliste a déclaré que 3 séries de restes avaient été récupérées. Angela connaissait les noms avant qu'il ne les dise. Pas son fils, pas James. Elle ne savait pas encore ce que cela signifiait. Relief? Terreur? Le cousin cruel de Hope? Elle a éteint la télévision. Pendant 20 ans, elle a attendu une réponse. Et maintenant, enfin, quelqu'un avait trouvé quelque chose. Mais ce n'était pas son fils. Il était toujours là. Elle le sentait. 2 jours plus tard, l'unité de scène de crime est retournée dans le secteur pour un 2e ratissage. Ce qu'ils ont trouvé en bas de la colline, à environ 50 mètres plus profondément dans les broussailles, a fait que l'affaire est devenue nationale. Une traînée de canettes de soda rouillées, une cassette fissurée et coincée sous un rocher recouvert de mousse, à moitié enterré dans la boue, se trouvait un cahier de lycée étroitement enveloppé dans du plastique et scellé avec du ruban adhésif. Sur la première page, à l'encre noire délavée. « Si quelqu'un trouve cela, s'il vous plaît, dites à ma mère que je n'ai pas arrêté de me battre. » Il était signé James Turner, et le monde a explosé.
Le cahier était déformé mais intact, 20 pages, recto et verso, daté sur 2 ans, de 1995 à 1997. L'encre s'était estompée par endroits, mais la plupart des écrits sont restés lisibles. Le laboratoire judiciaire de Richmond a numérisé et conservé chaque page avant de la remettre à l'unité d'enquête. Le détective Jordan Moore était assis seul dans une salle de conférence silencieuse lorsqu'il l'a lu pour la première fois. Il n'a pas bougé pendant près d'1 heure. L'écriture de James Turner était indubitable. Lettres majuscules fortes, minuscules inclinées. Chaque entrée se lisait comme un adolescent essayant de rester sain d'esprit dans le noir. 27 octobre 1995. Je ne sais pas où nous en sommes. L'entraîneur est blessé. Malik n'arrête pas de crier. Sean saigne. Je ne peux pas dire si la camionnette s'est retournée ou si quelqu'un l'a poussée. Le pare-brise est fissuré. Nous ne pouvons pas ouvrir les portes. 29 octobre. Tyrell a cessé de parler aujourd'hui. Il est recroquevillé, sa veste sur le visage. Ça sent l'huile et les feuilles, ici. J'entends sans cesse des bruits de pas dehors la nuit. Je ne pense pas que ce soit des animaux. 3 novembre. Quelque chose ne va pas. Malik dit qu'il a vu quelqu'un nous regarder à travers les arbres. Il a dit que l'homme avait une barbe et qu'il était resté trop immobile. Je ne l'ai pas vu, mais je le crois. Novembre 10e. L'entraîneur est parti. Il a cessé de respirer. Sean pense que nous sommes chassés. Je le pense aussi. 2 décembre. Tyrell est parti aussi. Une nuit, il a cessé de bouger. Malik et moi l'avons traîné dehors et l'avons enterré avec des pierres. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Le détective Moore ferma le carnet sur cette page. C'en était trop. La presse n'a vu qu'une version expurgée de l'histoire. La police n'a pas publié le texte intégral, confirmant seulement que le carnet était authentique et qu'il semblait que James et les autres avaient survécu à l'accident pendant au moins 2 semaines, peut-être plus. Mais derrière des portes closes, Moore a continué à lire. Les entrées sont devenues plus erratiques. Les dates sont devenues incohérentes. Certaines pages étaient frénétiques, comme si elles avaient été écrites dans l'obscurité. Janvier 1996. Nous avons vu des phares une nuit. J'ai cru que quelqu'un venait, mais ce n'était pas un ranger. C'était encore lui. Il est resté là, à regarder. Malik a lancé une pierre. L'homme n'a même pas bronché. Février 1996. Sean a commencé à dire des choses bizarres avant de mourir. Il a dit que l'homme dans les bois était au match. Nous regardant depuis avant les séries éliminatoires, qu'il savait qui nous étions. Avril 1996. J'ai trouvé un vieux sentier. Il s'éloigne de la camionnette. Je pense qu'il l'utilise. Je vais laisser ce carnet au cas où je ne reviendrai pas. La dernière entrée complète date d'août 1997. Je pense qu'il emmène Malik ailleurs. Il dit que je suis trop fort. J'ai essayé de courir. L'entraîneur n'a pas survécu. Si quelqu'un trouve cela, dis à ma mère que je n'ai pas arrêté de me battre. C'était tout, pas de signature, juste une empreinte où le stylo avait appuyé trop fort. Moore est resté assis dans sa voiture pendant 1 heure avant d'appeler Angela Turner. Il ne lui a pas tout dit, juste assez. Il y a des preuves que James a survécu à l'accident, a-t-il dit. Il a vécu des mois, peut-être des années. Assez longtemps pour écrire. À l'autre bout du fil, Angela n'a pas parlé. Elle respirait difficilement. « J'ai besoin que vous veniez à Richmond, » a dit Moore. « Vous devriez le voir par vous-même. » Elle est arrivée le lendemain matin avec sa sœur. Elle lisait les pages en silence. Des larmes coulaient régulièrement sur ses genoux. Quand elle a terminé, elle a plié la dernière page lentement, comme si c'était du verre, et a dit « Alors où est-il maintenant ?» Moore n'avait pas de réponse. Les médecins légistes ont trouvé d'autres traces près du site de la camionnette. Une empreinte de chaussure dans la boue séchée correspondant à la taille de Malik, à moitié enterré près d'un sentier de gibier. Ils ont également découvert de petits pièges à animaux et une hache rouillée cachée sous des rochers. Rien de tout cela n'était récent, mais rien de tout cela n'aurait dû être là non plus. Un conseil de randonneurs de 1996 a été réexaminé. À l'époque, un homme a rapporté avoir vu un homme barbu et un adolescent
transporter du bois de chauffage près d'une cabane banalisée. Il avait été rejeté à l'époque. Rien ne correspondait aux cas ouverts. Maintenant, Moore voyait les choses différemment. Il a construit un rayon à partir du site de la camionnette, a commencé à superposer toutes les structures connues dans la région, des cabanes de chasse, des tours à feu, des cabanes de garde forestiers fermées. La plupart s'étaient effondrées depuis longtemps, mais le belvédère des incendies de Kessler Ridge, était toujours debout, il y a 10 ans. Moore et une petite équipe se mirent en route le lendemain. Ils l'ont trouvé vide. Des meubles cassés, des bûches brûlées, mais pas d'os, pas de literie, juste l'odeur de la moisissure et de la poussière, et autre chose. Une boîte de café en étain scellée avec du ruban adhésif. À l'intérieur, 5 photos Polaroid. 3 d'entre eux étaient floues. L'une d'elles montrait un adolescent, mince, brun écorché, assis près d'un feu avec une canne à pêche. La dernière photo a fait se tordre l'estomac de Moore. Un homme blanc d'une 50aine d'années, à la barbe épaisse, tenant un lapin mort par les oreilles, souriant à la caméra. À l'arrière-plan, un garçon le dos tourné, marchant vers les arbres. Moore a numérisé la photo, a effectué une reconnaissance faciale, a croisé des archives. Le nom est revenu. Martin Cain, ancien instructeur en milieu sauvage, a été renvoyé d'un programme d'été pour garçons en 1988 pour conduite inappropriée. Interrogé dans 2 disparitions, l'une en Virginie, l'autre dans le Tennessee. Les accusations n'ont jamais été déposées. Il a déménagé dans l'Ouest en 2001, mort dans l'incendie d'une cabane en Alaska en 2002. Tout était aligné. Tout, sauf la fin. Il manquait encore 2 corps. Toujours pas d'heure de décès confirmée. Aucune preuve directe que Cain était au match ou qu'il a conduit l'équipe hors de la route. La camionnette a été retrouvée à des kilomètres de sa trajectoire. Les bûches ne s'alignaient pas. Les lignes temporelles se sont transformées en ombre. Mais Moore savait une chose avec certitude. Cet homme avait observé ces garçons bien avant l'accident, et James Turner le savait. La photo de Martin Cain a fait la une des journaux comme une allumette sur l'herbe sèche. À la fin de la journée, tous les grands médias avaient son visage placardé sur leurs gros titres. L'homme derrière la disparition? Un prédateur de la nature sauvage identifié dans l'affaire de la disparition d'une équipe de basket-ball. Martin Cain, fantôme des Appalaches. Mais Angela Turner ne se souciait pas des gros titres. Elle se souciait du silence qui suivait. Pas d'arrestation, pas de frais. Juste un autre homme mort, enterré à des milliers de kilomètres de là, qui avait tout pris et n'avait répondu de rien. Le détective Jordan Moore était assis en face d'elle dans le bureau froid et au mur gris de la division des affaires non résolues. Il glissa une chemise en papier manille sur la table. C'est tout ce que nous avons sur Cain, avertissements scellés, mémos internes, plaintes provenant de 3 administrations différentes, tous enterrés ou ignorés. Angela ne l'a même pas ouvert. Était-il au match? Demanda-t-elle. Moore hocha lentement la tête. Nous le pensons. Une photo d'un journal local le montre debout à l'arrière-plan près des gradins. Il ne figurait sur aucune liste du personnel. Ne travaillait pas pour l'école. Mais il était là. Angela serre la mâchoire, les regarder. Oui, elle n'a pas parlé pendant un long moment. Puis elle a dit « Je veux aller là-haut ». Où la camionnette a été retrouvée. Moore hésita. Ce n'est pas sûr. Le terrain est toujours actif et nous n'avons pas nettoyé toutes les structures. Mais quand ce sera sécurisé, je vous emmènerai. Cette promesse est restée dans l'air comme un fil. De retour sur le terrain, l'équipe de Moore s'est enfoncée plus profondément dans les bois entourant le site de la camionnette. Ils ont passé au peigne fin toutes les pentes, tous les ravins, tous les sentiers de serre. Puis ils ont trouvé quelque chose d'étrange. Près de la crête la plus éloignée, un poste de garde forestier à la retraite, que l'on croyait effondré, a été découvert toujours debout, juste caché sous des broussailles épaisses et des ronces, le toit saccagé. Les vitres ont été brisées, mais à l'intérieur, il y avait des preuves que quelqu'un avait vécu là. Vieilles boîtes de soupe, bandes de couverture clouées sur les évents,
Dessin d'un enfant, vieilli et recroquevillé, montrant 5 bonhommes allumettes tenant un ballon de basket. L'un d'eux avait un X dessiné sur son visage. Moore se tenait dans l'embrasure de la porte, une lampe de poche scrutant la pièce. « Il les a gardés ici », a-t-il dit à haute voix. « L'équipe a tout collecté. Je l'ai emballé dans des sacs de preuves. Je l'ai documenté. Mais encore une fois, pas d'os, pas de sang, juste des échos. » Pendant ce temps, Anna Vega, la randonneuse qui a commencé tout cela, regardait tout cela se dérouler depuis les bords. Elle n'avait rien demandé. Mais quelque chose dans ces bois est resté avec elle. Quelque chose à propos du carnet, le foyer, le calme étrange. Elle est revenue un matin avec son chien, cette fois en restant sur le sentier balisé. À environ un demi-mile au-delà d'un poste de garde, son chien s'est arrêté net. Aboyé une fois, puis il s'est figé en reniflant le sol. Là, enterrée peu profonde sous des aiguilles de pin, se trouvait une boîte à lunch rouillée. À l'intérieur, une autre cassette. Lorsque Moore l'a écoutée à la station, le son était faible, craquage. Passez le micro au son de la chanson. Mais alors, une voix, jeune, instable, chuchotement. « Je m'appelle Jeremiah Turner. J'ai été emporté après l'accident. Il nous observe la nuit. Nous ne pouvons pas courir. L'entraîneur a essayé. La bande découpée en statique. Moore l'a rembobiné, le cœur battant. Je l'ai rejoué. Même mot. Je m'appelle Jeremiah Turner. C'était la preuve. Et ce n'est pas seulement que James a survécu à l'accident, mais qu'il a été pris, ému, peut-être en vie des mois après l'enterrement de la camionnette. La même semaine, un nouveau témoin s'est présenté. Il s'appelait Randy Pierce, concierge à la retraite. 71, vivait à la périphérie de la ville dans une petite caravane. Il a dit qu'il avait eu peur de parler à l'époque. Il a dit qu'il ne faisait pas confiance à la police à l'époque. Il s'est assis en face de Moore, les mains tremblantes, alors qu'il tenait une vieille photo. « J'ai vu cet homme », a dit Randy, « celui qui fait l'actualité. Kane, où ? Parking de l'école, la veille du départ de l'équipe. Il se disputait avec l'un des garçons. Un gros, voix forte. Le gamin a dit « Tu n'es pas censé être ici ». Kane a dit « Tu me l'as promis ». Moore s'est penché. Quel enfant! Je pense que c'était Malik. L'estomac de Moore s'est effondré. Le lendemain matin, Moore a rouvert les dossiers originaux. Il examina tous les détails que les anciens enquêteurs avaient rejetés. Une note était enfouie dans une interview manuscrite. Une fille affirme que son petit ami a passé un appel étrange depuis le téléphone public la nuit de sa disparition. Il dit qu'il avait l'air effrayé. La fille s'appelait Nina Carter. Aujourd'hui mariée, vit à Roanoke. Moore l'a trouvée en train de travailler dans une garderie. Lorsqu'il l'a interrogée sur l'appel, elle n'a pas hésité. « C'était le ton », a-t-elle dit. « Il m'a appelé ce soir-là à partir d'un téléphone public. Je m'en souviens parce qu'il a dit qu'il n'avait pas longtemps. Il a juste dit « Si quelque chose arrive, regardez ce gars à la salle de sport. » J'ai demandé qui. Il a dit « Celui qui parle à Malik après l'entraînement. » Puis la ligne a été coupée. « En avez-vous parlé à quelqu'un ?» J'ai dit au directeur. Il a dit que ce n'était probablement rien. Moore revint en silence. Le poids de tout ce qui se construit. Ce n'était pas seulement un crash, il n'y avait jamais eu d'accident. Cela avait été un piège. Quelqu'un les a pris pour cible. Il les a suivis, peut-être même les a traqués pendant des semaines, en attente d'une chance. Et maintenant que quelqu'un était mort, la seule question qui restait, James et Malik étaient-ils encore en vie lorsque Kane est décédé en 2002? Angela y croyait toujours. Chaque soir, elle s'asseyait sur son porche, regardant dans l'obscurité avec la photo de James sur ses genoux. Le cahier resta sur la table à l'intérieur, à côté d'une bougie allumée. Un soir, Moore s'est assis à côté d'elle. Je lui ai apporté la cassette. Ils écoutaient ensemble dans le silence. Quand il s'est terminé, Angela n'a pas pleuré. Elle a juste chuchoté. Il a continué à se battre. Moore hocha la tête. Nous nous battons toujours aussi. Et il l'était, parce que maintenant, le monde les croyait enfin. Mais la croyance n'était pas la justice.
Et ce n'était pas la fermeture, pas encore. Le congé avait recommencé à tomber quand Ana Vega retourna à la Crète. Elle n'avait pas prévu de le faire. Après tous les médias, les interviews, les nuits blanches, à se demander si elle n'aurait pas dû regarder plus fort la première fois, elle a juré qu'elle était finie, mais quelque chose ne cessait de la tirer. Peut-être était-ce l'image de cette porte de fourgonnette rouillée à moitié enterrée sous les feuilles. Peut-être était-ce le cahier. Peut-être que c'était la voix de James sur cette cassette, brisée et chuchotant, comme s'il n'était pas sûr que quelqu'un l'entendrait un jour. Cette fois-ci, elle a amené son chien, Milo, et a emprunté le vieux GPS de recherche et de sauvetage d'un ami. Elle a suivi le même sentier que 6 mois plus tôt, puis a viré à travers d'épais sous-bois, pour revenir à la pente où elle avait repéré la camionnette pour la première fois. Le ruban jaune avait disparu maintenant. Les arbres étaient de nouveau silencieux. Mais quelque chose dans ses tripes lui disait qu'il y avait plus. Milo s'arrêta brusquement. Ses oreilles se sont dressées. Il renifla l'air, puis s'élança vers la gauche à travers un amas de pins. « Waouh ! Milo !» Anna appela, poussant à travers les branches pour suivre. Elle l'a trouvé debout, à côté de ce qui ressemblait à un foyer effondré. Juste un anneau de pierre noircie et un tas de vieux cendres. Au début, cela ne semblait pas beaucoup. Puis elle l'a repéré. Une boîte à chaussures cabossée, à moitié enterrée dans la terre sous une bûche. Elle tomba à genoux et le libéra. Le couvercle était scellé avec du ruban adhésif ancien, fissuré sur les bords. À l'intérieur, enveloppé dans un sac poubelle, se trouvaient de vieux vêtements, raides par le temps et l'humidité. Un Walkman fissuré avec des batteries corrodées depuis longtemps et quelque chose emballé dans un sac Ziploc. C'était un autre carnet. Mais celle-ci était différente, diluant, endommagée par l'eau. Elle ne l'a pas ouvert. Elle retourna à pied au poste de garde forestier et le remit directement au premier officier qu'elle vit. En 2 jours, l'affaire a de nouveau explosé. À l'intérieur du carnet se trouvaient 6 pages, toutes écrites de la même main, la main de Jem Turner. Les entrées étaient de plus difficiles à lire que les précédentes, tachées et délavées, mais ils étaient datés de juin à août 1997. Toujours vivant. Nous ne sommes plus dans la camionnette. Il nous a émus, il a dit « Trop de gens s'approchent, Malik l'a combattu, j'ai été touché, il va bien maintenant, mais ne veut pas parler. » Une autre entrée a suivi 2 semaines plus tard. Il appelle à son campement. Dit que nous devrions être reconnaissants. Dit que je suis difficile. Il me dit que Malik est obéissant. Je ne le crois pas. La dernière entrée, datée du 18 août 1987, se lisait comme suit. Il dit qu'il emmène Malik ailleurs. Je pense qu'il essaie de nous séparer. Je ne sais pas pourquoi. Je ne lui fais pas confiance. Si quelqu'un trouve cela, dis à ma mère que je n'ai pas arrêté de me battre. S'il vous plaît, ne les laissez pas nous oublier. Cette phrase a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Moore l'a lu et relu, seul dans son bureau. Le carnet a été authentifié. Sans doute était-ce celle de Jem. Le contenu correspondait à celui de son journal précédent. La chronologie s'est alignée. La psychologie s'est alignée. Mais plus important encore, cela a confirmé le pire. Martin Cain n'avait pas seulement écrasé la camionnette. Il les avait chassés, déplacés, tenus, séparés. Le FBI a été officiellement mis en place. Une chasse à l'homme a été relancée, malgré la mort connue de Cain en 2002. Son dernier emplacement connu était une cabane dans le sud-est de l'Alaska, qui avait brûlé dans ce qui a été qualifié d'accident. Aucun reste n'a jamais été retrouvé, seulement supposé. Mais maintenant que cette hypothèse ne semblait plus acceptable, un dessinateur médico-légal a travaillé avec plusieurs témoins pour recréer le visage de Cain, sur la base d'images de la vieille école et de la photo d'Anna. Le croquis a été distribué dans tout le pays. Entre-temps, la région autour de Pine Hollow a de nouveau été fouillée. Cette fois, ils sont allés plus loin. À l'aide de chiens cadavres et d'un radar à pénétration de sol, les équipes de recherche ont localisé une vieille cave à légumes à près d'1 kilomètre du foyer.
Il avait été camouflé sous des années de croissance, scellé avec des planches et des pierres. À l'intérieur, il y avait plus de bidons, plus de matériel, et sur le mur du fond, gravé dans le béton avec quelque chose de pointu, il y avait des noms. Jem, Malik, Shaun, entraîneur. Chacun d'entre eux a été sculpté avec soin, comme s'il était important qu'on se souvienne d'eux. Mais aucun vestige n'a été retrouvé. Aucun signe de vie récente, seulement des fantômes. Le public était déchiré. Certains pensaient que Jem était mort là-bas, que son corps n'avait jamais été retrouvé. D'autres pensaient qu'il s'était échappé, peut-être même qu'il vivait sous un autre nom. Quelques théories farfelues prétendaient qu'il était devenu justicier et chassait d'autres prédateurs. La plupart les ont rejetés comme étant fantaisistes, mais pour Angela Turner, la vérité était claire. « Mon fils était fort », a-t-elle dit aux caméras. Il a vécu 2 ans après qu'ils aient dit qu'il était mort. Il protégeait ses coéquipiers, il s'est battu, c'est ce qu'il était. L'histoire est redevenue virale. Les hashtags ont inondé les médias sociaux. Des veillées aux chandelles ont eu lieu à l'extérieur de Jefferson High. D'anciens coéquipiers, des camarades de classe, des professeurs, tous sont venus avec des souvenirs. Je me souviens que Jem est resté tard pour aider l'entraîneur Shaw à nettoyer. Je me souviens que Malik donnait son déjeuner à un autre enfant. Je me souviens que Shaun écrivait des poèmes dans les marges de son livre de mathématiques. Ils n'étaient plus seulement des victimes, c'étaient des garçons, fils, frères, réels. L'État a tenu une audience formelle pour déclarer Martin Cain le principal suspect. Ses proches survivants ont refusé les interviews. Sa cabane en Alaska a été réexaminée. Le rapport sur l'incendie a été réexaminé. Mais il n'y avait toujours aucune preuve physique qu'il était mort. L'affaire a été techniquement classée, il s'agit d'un homicide par enlèvement. Mais tout le monde savait que ce n'était pas vraiment fini. Pas pour Angela, pas pour Jordan Moore, pas pour les 2 garçons qui étaient toujours là-bas quelque part, perdus, enterrés ou vivants. Les derniers mots de Jem sont restés gravés dans la mémoire de Moore alors qu'il revenait de la forêt ce dernier jour. « Je n'ai pas arrêté de me battre. » Il pensa au carnet, le foyer, le Walkman, les noms sur le mur, et il s'est rendu compte qu'il n'avait jamais cessé de se battre non plus. Tous, de toutes les manières possibles, de l'intérieur d'une camionnette, des bois, de l'obscurité. Maintenant, c'était à tout le monde de ne pas laisser ce combat oublié. L'État a clos l'affaire un jeudi matin de décembre. Ce n'était pas un événement. Il n'y a pas eu de drame judiciaire. Pas de bannière d'information de dernière minute. Juste un dossier scellé, signé par le procureur général de Virginie, déclarant officiellement la disparition de la ruche Jefferson et l'homicide par enlèvement impliquant plusieurs victimes. Martin Cain a été nommé le seul suspect, à titre posthume. Le langage utilisé était clinique, froid, présumé décédé, des restes irrécupérables. L'auteur principal croyait être décédé dans un incident non lié. 2002. Le détective Jordan Moore a lu le rapport final seul dans son bureau. Il fixa la dernière page, où la conclusion était soigneusement tapée au-dessus d'un timbre rouge qui se lisait fermé. Il n'a pas senti qu'il se sentait ferme. 2 garçons étaient toujours portés disparus. Personne ne serait arrêté, personne ne serait tenu responsable. Il n'y aurait pas de procès, pas de contre-interrogatoire. Pas un moment où la vérité serait criée dans une salle d'audience et résonnerait dans le silence. Juste un homme mort depuis longtemps, un long sillage froid. Et une communauté se demande comment 5 jeunes vies prometteuses ont été volées en silence. Moore a pris le dossier et s'est rendu dans le comté de Louisa. Il n'a pas appelé à l'avance. Je viens de frapper à la porte d'Angela Turner ce soir-là, le dernier peu de soleil s'enroulant derrière lui comme de la fumée. Elle ouvrit la porte lentement, ses épaules plus minces maintenant qu'elles ne l'étaient il y a des mois, mais ses yeux étaient toujours fixés sur les siens en acier. « Est-ce que c'est fait ?» demanda-t-elle. Moore hocha la tête. Ils l'ont fermé aujourd'hui. Angela s'est écartée et il est entré. La maison n'avait pas changé. La photo de James était toujours sur le manteau. La bougie à côté était neuve. Il posa le dossier sur la table de sa cuisine. Elle ne l'a pas attrapé.
J'ai apporté le carnet original, a déclaré Moore. Le second est toujours en évidence, mais je voulais que vous ayez ça. Il l'a sorti d'une enveloppe rembourrée, usagée, dégâts d'eau, plié après des semaines de lecture et de relecture, mais toujours entier. Elle l'a pris comme s'il était en verre. Il a écrit ceci alors qu'il pensait qu'il était mort, murmura-t-elle en feuilletant les pages. Il l'a gardé en sécurité. Je l'ai gardé caché. Et personne ne l'a entendu. Moore s'assit en face d'elle. Ils écoutent maintenant. Elle secoua la tête. Pas assez. Puis elle se leva. Je suis allé dans une armoire, rendu avec un petit sac en tissu. Elle en sortit le maillot de basket de James. Numéro 3. Marine et or. Les coutures s'effilochent au niveau des épaules. Je l'ai gardé depuis le jour de sa disparition, a-t-elle dit. Je ne l'ai jamais lavé. Je ne l'ai jamais plié. J'ai juste attendu. La gorge de Moore se resserra. Il y a quelque chose d'autre que vous devriez voir, a-t-il dit doucement. Il fouilla dans la poche de son manteau et en sortit une photo. Elle a été prise la semaine dernière. Une nouvelle photo du Jefferson High Gymnasium, rénové, bois dur poli, nouvel éclairage. Et sur le mur du fond, monté sous verre, une nouvelle édition. Une photo encadrée de l'équipe de 1995. L'entraîneur Shaw, James, Sean, Tyrell, Malik et Tone. Tous alignés dans leurs uniformes de jeu. Les bras l'un autour de l'autre. En dessous, une plaque de bronze. Ils n'ont jamais abandonné, nous non plus. Angela passa ses doigts sur la photo, comme si c'était un visage. Le chandail de votre fils est maintenant retiré, a ajouté Moore. Il est suspendu dans les chevrons. Elle n'a pas pleuré tout de suite. Elle s'est contentée de regarder. Puis, doucement, presque trop doucement pour entendre, elle murmura. Il a fait en sorte que cela compte. Moore la laissa là dans le silence. Tenant la photo et le carnet, entourée du fantôme, elle refusait de se laisser oublier. Dehors, le vent bruissait entre les branches. Quelque part, une lumière de Porsche s'allume. La ville de Louisa a avancé comme elle l'a toujours fait. Mais cette maison, cette femme, a tenu un temps différent. 2 semaines plus tard, une veillée aux chandelles a eu lieu dans le nouveau gymnase. Des élèves, qui n'étaient même pas nés lorsque l'équipe a disparu, se tenaient côte à côte avec leurs parents, leurs enseignants et leurs anciens coéquipiers. La fille de l'entraîneur Shaw a pris la parole, tout comme Anna Vega, qui était venue de Caroline du Nord. Moore se tenait à l'arrière, regardant Angela monter sur scène en dernier. Elle ne parla pas longtemps, juste quelques mots. Mon fils n'était pas perdu. Il a été pris, mais il n'a jamais abandonné. Il s'est battu tous les jours et il a laissé des preuves derrière lui. C'est ce qu'il était, pas une victime, pas un fantôme, un combattant, un garçon avec un cœur, un homme qui croit toujours qu'il est là-bas, quelque part, attendant d'être entendu. Lorsqu'elle descendit, la pièce était silencieuse. Puis, quelqu'un a commencé à applaudir, lentement d'abord, puis plus fort. Et puis tout le monde était debout. Ce n'était pas une fête, c'était une reconnaissance. Reconnaissance. L'histoire de James Turner était devenue plus qu'une affaire non résolue. C'était devenu un héritage. Les mois ont passé. Angela allumait toujours la bougie tous les soirs. Moore a été transféré à la nouvelle unité d'enquête spéciale de l'État, axée sur les abus historiques et les disparitions non résolues. Jefferson High a lancé un fonds de bourse d'études au nom de l'équipe. Et sur une colline tranquille, juste au-delà de la limite des arbres à Pine Hollow, le site où la camionnette avait été récupérée a été marqué par un nouveau panneau en bois, à la mémoire des Knights, James Turner, Sean Tate, Tyrell Knox, Malik Wilkes, l'entraîneur Ruben Shaw, disparu mais pas oublié. En dessous, gravés à la main, se trouvaient 5 mots. Des mots que personne ne pourrait plus jamais effacer. Je n'ai pas arrêté de me battre. C'est ainsi que le monde s'est finalement souvenu d'eux. Non pas par la façon dont ils ont été pris, mais par la façon dont ils ont refusé de disparaître.